L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité auprès de ceux qui font bouger les lignes, ceux qui se bougent pour faire grandir les savoir-faire et ceux qui nous inspirent. Comme ce deuxième meilleur apprenti de France, la pâtisserie a de l'avenir grâce notamment à un Isérois. Et puis ceux qui risquent leur vie aux côtés des soldats ou au nom de l'information, reporters de guerre, médecins des forces spéciales, ils partagent leur expérience au nom de l'engagement. Avec des sujets très variés, mais aussi du chocolat qui sont bons ici sur ce plateau. Bonsoir Cyrian. Bonsoir. Cyrian Molinari-Christophe, bienvenue. Très honoré et très enchanté avec Emmanuel Avon, votre formateur. Cyrian est deuxième meilleur apprenti de France, pâtissier, chocolatier, surtout pâtissier. Pâtissier, oui. Eh bien, bravo, ça c'est le métier qui rentre. Et merci beaucoup d'être avec nous. On découvre tout ceci et ce beau parcours dans un petit instant. Nicolas Zeller, bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin, vous êtes militaire et vous vous livrez avec philosophie sur l'horreur du monde et la réalité de la condition des soldats, notamment par le biais de cet ouvrage Corps et âme. Vous allez tout nous dire dans un petit instant. Patricia Alémonière, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup, on est très honorés de vous recevoir. Bien sûr, vous êtes reporter de guerre, vous avez parcouru le monde au cœur des conflits pour livrer des témoignages et lutter contre l'ignorance. Vous êtes tous deux ici à Grenoble à l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle de la Légion d'honneur de l'Isère sur l'engagement. Vous témoignez devant des étudiants, des pompiers volontaires, devant des cadets de gendarmerie ou encore des lycéens et vous répondez à leurs questions. Ces échanges, c'est une manière de poursuivre, de prolonger votre engagement ? Oui, parce que l'engagement, ça se vit. Mais à 18 ans ou un peu avant, on ne sait pas trop comment ça marche. Donc il faut avoir des témoignages, il faut avoir des gens qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, par quoi ils sont passés, quelle joie ils ont pu en tirer, quelles difficultés ils ont traversées. Et ça, c'est essentiel de pouvoir le transmettre. Patricia Lémonière ? Je crois que c'est essentiel de transmettre que la passion pour un métier, ça existe et qu'il faut savoir choisir, il faut savoir sentir là où on peut aller. Et à partir de ce moment-là, je crois qu'il n'y a pas de mauvais métiers. Effectivement, il y a des métiers difficiles, on le sait. Il y a des métiers où la passion est parfois difficile à trouver, j'ai envie de dire. Mais je crois que dans tout, à partir du moment où on veut bien faire, déjà, c'est un début de la passion. Mais c'est vrai que vous avez des métiers qui seraient qualifiés d'exception et donc qui peuvent être entourés peut-être pour les jeunes de tabous, de préjugés aussi. C'est des métiers qu'on connaît d'un extérieur et de quelque chose d'un peu excitant ou fantasmagorique et dont on ne connaît pas forcément la réalité concrète. Et c'est aussi une façon, dans ces moments d'échange, de témoigner de ça. Et à travers un écran aussi, la perception n'est pas toujours la même. Ça aussi, c'est important pour vous aussi d'expliquer la réalité des choses. Et ce que vous avez sur le cœur pour ces jeunes. Alors, ce qui est important de leur transmettre, c'est que sur le terrain, tout se passe à partir d'une rencontre. Et c'est à partir de la rencontre avec la personne qui m'enrichit et que je suis, en quelque sorte. Et de cette façon-là, j'ai envie de dire à tous les jeunes, faites attention, prenez soin des rencontres. Parce que chaque rencontre, celle que je fais dans mon métier ou celle que vous faites, vous, par exemple, dans votre métier à vous, eh bien, vous apporte et vous enrichit. Donc c'est ça aussi que j'ai envie de dire. Mes reportages, c'est des histoires de rencontres. La vie, c'est une histoire de rencontres. Et si on prête attention à l'autre, eh bien, on grandit. Alors, vous avez informé, c'est votre mission, mais par votre sens accru de l'engagement, vous avez alerté les consciences, vous avez éclairé les esprits sur la réalité des conflits en Afrique, en Bosnie, au Moyen-Orient, en Ukraine, notamment il y a quelques années. Alors comment définir pour vous cet engagement ? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir reporter de guerre ? Ça, c'est un peu
je vais dire la vie, en quelque sorte, progressive. J'ai fait mon premier reportage, pratiquement, quand je suis passée au service étranger, était sur un conflit. On a dû me trouver très bonne sur un conflit, et donc on m'a laissé sur les conflits. Je savais transmettre l'humain aussi dans le conflit, mais l'humain, ça peut être l'humain du démon, c'est-à-dire d'un chef de guerre abominable qui terrifie sa population. Néanmoins, il faut l'écouter, celui-ci, parce qu'il vous fait apprendre que peut-être qu'il est très loin, mais finalement, dans votre quartier, vous en avez un comme lui. Et il est tout proche, celui-ci. Et puis l'humain, c'est aussi des héros anonymes, des gens qui se surpassent pour les autres, qui font don de leur personne. Et ça aussi, c'est important à transmettre. Et je crois que dans des situations d'extrême conflit, comme la guerre, comme les révolutions, comme les moments de tension extrême, eh bien, les gens avancent sans masque. Et ça fait un bien fou, parce que dans notre société, on est souvent masqué. On se protège. Hein. Et donc, les gens avancent sans masque. Ils ne sont plus avocats, ils ne sont plus ingénieurs, ils sont eux-mêmes. Et c'est là où on trouve un peu la richesse qu'il y a en l'homme, malgré tout. Et puis aussi son côté parfois très dur et très violent qui existe. Mais il faut apprendre à le surmonter. Et il est surmontable. C'est ça aussi qu'on raconte dans nos histoires. Et raconter ces histoires qui sont apparemment très éloignées de nous et qui en fait sont très proches, eh bien, je crois aussi que ça développe la démocratie. Avancer sans masque, c'est une expression qui vous parle, Nicolas Zeller? Oui, alors moi je la lis un peu comme vous, Patricia, je la lis dans des moments d'extrême violence. Et effectivement, dans ces moments d'extrême violence, parfois on a l'impression que l'horreur de l'homme se déchaîne et se concentre dans des moments extrêmement intenses. Et en réalité, c'est probablement dans ces moments-là que l'homme n'a jamais été autant un homme. Et effectivement, c'est ça la magie de l'engagement, c'est aussi de découvrir que sans l'autre, on n'existe pas et qu'on a besoin de l'autre pour exister. Et vous-même avancez sans ces artifices, sans avec cette sincérité? Oui, dans la vérité, dans une forme de vérité. Et dans ces moments-là où effectivement tout est un peu exacerbé, les choses se révèlent. Voilà. Alors, Patricia Lémonière, vous incarnez votre mission consciente qu'elle peut servir, qu'elle peut contribuer, qu'elle peut sensibiliser, éduquer, toujours avec cette conscience de la prévention de la guerre, militer pour la paix. Ça fait aussi partie de votre mission? Non, je ne suis pas une militante. Je suis quelqu'un qui se donne beaucoup dans son métier, qui se donne pour transmettre, pour raconter, mais je ne suis pas une militante. Je laisse aux gens, au mieux que je le puisse, leur choix, faire leur choix. Par rapport à ce que je leur raconte, à eux de décider où ils veulent se trouver dans cette histoire, où ils sont. Et je crois que c'est important pour chacun de pouvoir se trouver et décider où l'on est. Et je crois que dans ce métier qui est le mien aussi, c'est un métier où on n'est quand même jamais seul. Même si les reporters de guerre, de presse écrite, on pourrait penser qu'ils sont seuls. Eh bien non, on dépend de celui qui va nous traduire, de celui qui va nous conduire. C'est des métiers où on s'aperçoit que alors qu'aujourd'hui on est complètement replié sur nous-mêmes, on est avec notre téléphone, on se regarde tout seul et puis on vit isolé, eh bien dans ces métiers-là de l'extrême, j'ai envie de dire, on se rend compte à quel point on est dépendant des autres et à quel point on ne peut s'en sortir qu'avec les autres et qu'en groupe, et que si on fait un esprit de corps, et même corps avec la nature, j'irais jusque-là. Et de manière même démocratique, Voilà. Il faut parfois faire des choix ensemble. Il faut arrêter de tout voir par le petit lorgnon, si vous voulez, voilà, et de se regarder le nombril. On n'est pas seul. On ne peut exister que si on est en groupe. Et la première sensation qu'on éprouve en vous suivant, en vous écoutant, vous regardant, si on projette à soi, c'est la peur, bien sûr. La peur, elle vous accompagne, elle vous aide même? Alors, il y a plusieurs peurs, mais il y a la bonne peur. Il y a celle qui vous prévient un peu en amont que vous allez vivre un moment difficile. Et puis, sur l'action, on n'a plus peur. Il faut pas... La peur disparaît. Dans l'action, il n'y a pas la peur, parce qu'elle serait inhibante, à mon avis. La peur peut venir après en disant « voilà ». Moi, je n'ai connu que la bonne peur jusqu'au jour, celle qui prévient et qui est oubliée au moment de l'action, jusqu'au jour où j'ai été blessée. Et après, quand il fallait traverser une route ou une rue, on savait qu'on pouvait nous tirer dessus, qu'on était un peu les lapins qui traversions un champ. J'hésitais avant de me lancer. Bon, voilà. J'ai connu une autre forme de peur. C'est un
épisode, entre guillemets, que vous racontez, alors déjà dans ce recueil de témoignages de femmes reporters de guerre, elles risquent leur vie, publié chez Talendier. Vous décrivez en quelques pages votre histoire avec ce métier, avec les événements qui vous ont sans doute le plus marqué, s'il fallait en choisir certains, et dont cet épisode, donc on a tous à l'esprit aussi, hein, ce direct, c'était dans le 20h de TF1 en septembre 2011. Vous êtes blessé, vous venez de le dire, vous avez risqué votre vie au cœur d'une opération de l'armée française contre les talibans en Afghanistan. Alors, vous écrivez que vous n'avez pas paniqué et que ce qui comptait pour vous, c'était de rendre compte à ce moment-là de l'action des soldats. Vous n'aviez pas fait tout ça pour rien. Voilà, et je pense que je m'en suis sortie grâce à ça, parce que j'ai en fait témoigné de ce que vivaient les soldats français, que tout le monde ignorait que tous les jours, ils étaient attaqués et que certains, tous les jours, craquaient. Mais en tenant quand même leur fonction, mais étaient quand même au bord de la haine, sans l'exprimer, mais elle était là parce ils n'en pouvaient plus de voir des camarades tomber. Et donc, ça me semblait très important de témoigner pour eux. Et ma petite histoire, où j'avais été effectivement blessée par des éclats de roquettes, me semblait secondaire par rapport à ce que j'avais vu sur le terrain et ce qui s'était déroulé. C'était 10 heures quand même de combat. C'est lourd, c'est long. On était blessés au bout de 5 heures, mais d'autres avant étaient blessés. Un soldat est mort, 2 autres très gravement blessés. Vous voyez, c'était un moment très, très important et voilà, et qui a transformé le regard de mon enfant sur moi, parce qu'elle me croyait immortelle. Après, elle a su que je n'étais plus immortelle. Et c'est le sujet d'un autre livre. Votre fille. Ce rapport avec son enfant quand on risque sa vie. Faire abstraction de votre cas, vous avez été très sérieusement blessée pourtant. Oui, enfin, j'ai été blessée 1000 fois. Enfin, si vous voulez, sur les 30 blessés ce jour-là, on était 28 à pouvoir quand même marcher. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été aussi ce qu'on appelle... Enfin, moi, ça m'a beaucoup marqué de voir comment on transporte des blessés sous les balles. Ils soufflent martyr. Bon, alors on les pique, hein, vous pourrez le dire. Oui. Et après, on les transporte avec des fumigènes, avec des bombes qui arrivent par hélicoptère, enfin bref, etc., pour qu'ils ne soient pas attaqués, un peu plus visés par, à l'occurrence, les talibans. Et toutes ces images-là, même alors que j'étais blessée, je les regardais, je disais, oh, mais moi, je souffre rien par rapport à eux, quoi. Eux vivaient des moments très difficiles. Et donc, vous nous expliquez. Vous savez, la peur, c'est un frein à l'engagement. C'est quelque chose qui potentiellement vous paralyse ou vous fige. Dans l'action. Et qu'on peut retransposer après dans plein de domaines. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de tout savoir, de tout connaître, de tout expliquer, de tout comprendre avant de faire quelque chose, avant d'agir. On anticipe trop. Oui, mais la vie, c'est pas comme ça en fait. Et dans ces moments-là, je pense que vous vous en êtes cruellement rendu compte. Et la vie, c'est quand même énormément de zones d'ombre, énormément de zones de brouillard. Et si on s'arrête à ça, on n'avance jamais. Et donc, cette peur-là, je crois que le pire, ce serait d'en avoir peur. Voilà. Donc avancer sans la conscience du risque qui nous entoure. On en a entièrement conscience. En tout cas, pas trop d'acuité, on va dire, sur... voilà, c'est ça qui peut freiner votre action, en tout cas, qui, à un moment donné... conscience. Il faut en avoir parfaitement conscience, savoir exactement ce qu'on fait. Sinon, on serait fou d'y aller sans savoir qu'on risque potentiellement notre vie, sans savoir que d'autres vont peut-être perdre la leur. Mais vouloir à tout prix se préserver de façon illusoire de ces risques dont on ne maîtrise ni les tenants ni les aboutissants, ça c'est vraiment un frein. C'est une équation compliquée. Est-ce que ça s'apprend ? C'est pas compliqué, c'est complexe. Ce qui est complètement différent. Mais oui, ça s'apprend. On apprend aussi par l'exemple des autres. Il y a d'autres personnes qui ont été journalistes de guerre, il y a d'autres personnes qui ont été médecins militaires, il y a d'autres personnes qui ont fait des tas de métiers risqués et qui ont expliqué ça, qui ont témoigné ça. Et donc, c'est en les écoutant, en les lisant, qu'on sait aussi vers où on va. Il faut être extrêmement lucide. Alors, vous disiez tout à l'heure faire abstraction de votre propre cas, prendre du recul, ce qui peut aussi se faire naturellement, mais aussi affectivement. Donc, vous ressentez l'horreur nécessairement, vous ressentez les souffrances, vous ressentez les violences, mais l'émotion, elle peut être votre ennemi. Il faut mettre à distance, parce que si vous voulez, je prends un exemple toujours très simple. Vous voyez quelqu'un à terre et un policier qui est là avec une matraque à côté. Votre sentiment, c'est d'aller pour celui qui est à terre. Vous avez envie de le protéger, il est à terre, il y a une matraque. Vous avez simplement
Vous ne savez pas ce qu'a fait celui qui est à terre juste avant. Peut-être a-t-il lancé une grenade ou un cocktail Molotov sur le dit policier. On ne sait pas. Et donc, il faut toujours avoir ce recul pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, qui sont les gens qui sont là. Alors, quand on est avec l'armée française, c'est parfois plus simple. Mais en même temps, quand on est avec l'armée française, c'est pas aussi simple que ça. Parce que les talibans, les villageois, quand on leur défonce leurs portes, ils sont pas tous talibans, les villageois. Donc, voyez, et donc c'est très compliqué. Il faut garder du recul et savoir prendre le temps de juger. Et c'est ça qu'on apprend au fil du temps dans ce métier. Et c'est très difficile parce qu'il y a aussi la pression sociale. Il y a aussi la pression politique du moment qui est là sur vos épaules et qui pèse. Et je pense que moi, c'était facile parce que j'avais été un peu formée comme ça pour avoir du recul. Mais c'est très difficile de ne pas prendre parti. Quand on couvre un conflit, mettons, il y a les attaquants et puis il y a ceux que vous êtes avec d'autres et vous voyez qu'ils souffrent, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait avant. C'est très important de savoir. C'est une leçon très globale aussi sur les préjugés. Il faut garder toujours du recul dans l'instant. Mais il faut parfois lutter presque contre des réflexes archaïques, presque, qui est de protéger l'autre, ou alors même lutter contre son propre instinct de survie. Non, il faut lutter contre... il faut mettre à distance ses sentiments. Oui, les émotions, hein, il faut se connaître en fait, et ça on se connaît au fur et à mesure des situations qu'on traverse aussi. C'est aussi dans l'épreuve qu'on apprend à se découvrir. Mais ces émotions-là, c'est vrai qu'il faut les contenir un minimum pour pouvoir justement traverser sans trop de bosse ces moments-là qui sont quand même des moments parfois un peu troublants. Et il faut mettre des barrières, il faut essayer sans se dénaturer pour autant. Mais on a tous nos petites astuces là-dessus. Oui, et petit à petit, alors je crois qu'on n'a jamais assez d'habitude par rapport à ces souffrances. On ne s'habitue jamais à la violence. Jamais, je pense qu'il ne faut pas. Il ne faut surtout pas s'y habituer, justement pour garder ce minimum de recul dont Patricia parlait juste avant, mais surtout pour pas être un monstre froid qui ne ressentirait même plus rien, qui n'aurait plus besoin de mettre de cloison. Non, moi je suis content d'être capable de mettre des barrières et de ressentir malgré tout au fond de moi quelque chose. Mais il faut rester révolté, je crois. Moi, même si on met de la distance, effectivement, comme vous le dites, au fond, il faut s'insurger. Il faut s'insurger devant des situations qui sont non tolérables. Et donc, cette capacité d'insurrection intime, j'ai envie de dire, et pas ailleurs, d'insurrection intime est très importante. Et il faut surtout dire qu'on apprend tout le temps et qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et que c'est en se confrontant à l'adversité, aux choses complexes, qu'on grandit. Et puis, humblement, qu'on essaye d'apporter sa petite pierre à un peu de raison et de vie communautaire. Oui, alors apporter sa petite pierre, c'est parfois difficile lorsque on passe du rôle d'observateur au rôle d'acteur. On parlait de l'émotion, on parlait du service. Il y a des moments où on ne peut pas contenir. Ça vous est arrivé, notamment. Parfois, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va, on aide. On ne peut pas rester impuissant. Il y a une fois, vraiment, moi, j'ai vu, c'était tellement violent parce qu'il y avait des gens à terre. Et mon caméraman a pris sa caméra à l'épaule. Et on est partis tous les deux en portant des enfants qui étaient condamnés sûrement. Là, on a participé à quelque chose, un sauvetage. Un bébé, voilà. Vous le nommez Ali. Est-ce qu'on s'attache aussi? Est-ce qu'on veut savoir? Alors moi, il y a de mes consoeurs qui se sont attachées. Moi, j'ai chaque fois essayé de ne pas tisser des liens avec eux parce que sinon je perdais le fil, si vous voulez. Quand il y a des situations trop dures et trop violentes, il ne faut pas s'attacher parce qu'on perd sa raison. Mmh. Alors, il y a aussi parfois des moments où on ne peut pas tout montrer. Alors, l'éthique a fait son chemin aussi au fil des années, au fil des décennies. Votre travail consiste aussi à faire passer un message désormais sans pouvoir tout dire et sans pouvoir tout montrer. La société est devenue beaucoup plus pudique. Quand j'ai commencé, on pouvait montrer des choses qu'on ne montre plus du tout aujourd'hui. Voilà.
parce qu'on est une société beaucoup plus normative. On voit des choses abominables sur Internet, mais sur les médias, on va dire mainstream ou les chaînes info, tout ça, on est devenu très pudique. Donc c'est ce côté absolument aberrant de notre monde où on peut tout voir sur Internet. Je ne parle même pas du darknet. Et même très jeune. Et même très très jeune. Tous les gamins peuvent, à 6 ans, peuvent y aller, voire même plus jeunes. Et par contre, sur nos médias mainstream, eh bien, on est enfermé dans des règles et qui parfois vont trop loin pour moi. Parce qu'il faut parfois montrer. Et ça, on ne le fait plus. On ne peut plus montrer les exactions les plus choquantes. On filme de très loin, exécutions. Oui. Et comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que le sens... Vous y êtes... Voilà, j'y suis obligée, mais ça ne me satisfait pas. Je pense qu'on devrait parfois aller plus loin. Alors effectivement, on va c'est un des freins peut-être dans votre métier aussi aujourd'hui. Oui, et puis je crois aussi que le téléspectateur ou celui qui regarde les médias mainstream, etc., ben, il ne veut pas de ça non plus, donc il zappe. Donc il va aller voir ailleurs. Il préfère la culture du thé au Vietnam avec un côté très découverte à finalement un camp de réfugiés en Somalie, etc. C'est logique, ça le bouleverse moins, ça l'appelle au voyage, au rêve. Et qu'un camp de réfugiés en Somalie, effectivement, ça lui rappelle voilà, la condition d'être mortel. Donc c'est peu ravissant. On peut la montrer dans la fiction, et pas dans la réalité. Pas dans la fiction. Aussi, on le montre beaucoup sur Internet et sur le Darknet et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas Zeller? Quand on a vu de ses yeux, touché et senti quelle pouvait être l'horreur de ces moments-là, un peu extrêmes, en fait, on découvre effectivement que, ça fait plusieurs fois que vous le dites, que la vie a une fin. Et à partir du moment où on fait cette découverte-là, qui peut arriver à tout âge, à tout niveau d'expérience, dans toutes circonstances, en fait, notre vie change de sens. Et notre vie s'oriente différemment. Et comme si le monde des règles et le monde de la norme d'aujourd'hui, finalement, pouvait être challengé avec quelque chose de plus réel, de plus véritable et de plus sincère. C'est ça qu'on découvre en fait dans ces moments-là. On découvre effectivement les êtres humains qui sont à l'intérieur, mais on découvre aussi que voilà, la vie est ce qu'elle est et qu'il faut pouvoir rééquilibrer un peu tous ces points de vue. Vous le dites d'ailleurs d'emblée, d'entrée de jeu, je vous citais Kessel, je crois, mais je me souviens plus. Oui, c'est ça, que c'est bon d'aimer la vie et de la risquer sans cesse. Sans cesse. Absolument. On a encore tant de choses à vous demander, bien sûr. Quand on parcourt le monde, quand on voyage, quand on rend compte de ces conflits, quand on rencontre ces populations, comme vous le dites, on s'enrichit, on apprend. Comment est-ce qu'on retrouve le quotidien? Notre quotidien. On a l'avion. On a l'avion pour passer le SAS. Et puis après, on a la rédaction, mais on ne parle pas. Enfin, je ne sais pas si dans votre métier vous parlez, mais on ne parle pratiquement pas de ce qu'on a vécu. On est déjà d'ailleurs transporté dans une autre histoire, dans une autre. L'actu est très forte et nous emmène très souvent ailleurs. Et si j'ai parlé, c'est à mon enfant. Et je lui racontais des histoires. Mais je lui racontais pas tout. Mais je lui racontais des histoires de reportage. C'était la seule à qui je racontais. Et elle a été familiarisée avec tout ceci. Vous disiez que la première fois qu'elle a eu peur, c'est lorsqu'elle vous avait vu blessée. Mais aussi sa présence vous accompagne. Je lui ai parlé dès qu'elle a eu quand elle était je suis partie en reportage, la première fois, elle avait 6 mois, donc je chantais, parce que franchement, à 6 mois, voilà. Et je l'appelais tous les jours, et tous les jours, je lui racontais une petite histoire du pays d'où j'étais. On attend le livre, vous l'avez dit. Et vous, Nicolas Zeller, on a beaucoup aussi de choses à vous demander, puisqu'on est sur le chapitre de la famille aussi. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de les préserver, de ne pas les inquiéter, de ne pas les... Et il faut aussi qu'ils se rendent compte de votre métier. Là aussi, il y a une équation. Encore une fois, là-dessus, il faut être très lucide.
on va dans des endroits particuliers, voilà, dans lesquels effectivement la violence va s'exprimer et dans lesquels on va prendre des risques potentiels. Ce n'est pas le monde, c'est un monde, mais c'est pas mon monde, c'est pas ma vie à proprement parler. Moi, quand je rentre, on a la chance de vivre dans un pays libre, on a la chance de, et c'est ça qu'il faut comprendre et percevoir en fait, parce que c'est ça qui fait dire, bah oui, en fait, j'ai envie de rentrer, puis j'ai envie de rentrer dans quelque chose de qui est une normalité, et donc ça se cultive avant, pendant et après nos départs. Alors effectivement, il y a ce sas de décompression qui permet de récupérer physiquement et puis d'apaiser un peu psychologiquement les tensions qu'il pourrait y avoir quand on vit pendant X mois dans des situations violentes. Et à côté de ça, il y a tout ce qu'on peut mettre en place au quotidien et qui permet de garder le lien avec sa famille et de ne pas perdre ce fil qui est en fait un fil nourricier et conducteur. Alors, le fil nourricier aussi, c'est votre famille. Vous êtes militaire, donc vous êtes médecin, vous êtes militaire, fils et petit-fils de militaires. C'est quelque chose donc que vous pouvez peut-être, je ne sais pas si vous transposez aussi à vos enfants, mais pour vous, c'était normal. En tout cas, vous vous inscrivez dans cette logique familiale. Non, c'était pas forcément une évidence. C'était pas forcément normal. C'est ce dont mes grands-parents et mes parents ont témoigné en fait. Et moi, ce que j'ai vu, c'est des gens heureux de faire leur métier, des gens qui s'étaient engagés. Effectivement, moi, quand j'ai 15 ans, j'entends des histoires un peu exceptionnelles qui me donnent envie, qui me stimulent. Et puis, à côté de ça, j'ai choisi ma propre voie. Donc, moi, il n'y avait pas de médecin dans ma famille directement. Il y avait des militaires, mais il n'y avait pas de gens qui avaient associé ces deux choses-là. Et j'ai fait ce choix-là. Et c'est un choix un peu... c'est le choix d'une vie. Et puis, c'est des choix de vie qui se déterminent aussi un peu par hasard et qui arrivent... au fur et à mesure des études, on arrive à se dire j'ai fait le bon choix. Ok, très bien, je suis au bon endroit. Et ça s'exprime comme ça a l'air de vouloir s'exprimer, et plutôt bien. Donc, on continue. Oui, médecin urgentiste des forces spéciales, vous accompagnez les militaires au front. Oui, alors les médecins militaires en France, ils accompagnent les soldats. Ils sont jamais très loin, ils sont un peu derrière. C'est pas leur métier d'être devant. Ils participent quelque part à la sérénité de ces soldats qui font un métier qui, pour le coup, lui, est extrêmement dangereux et pour lequel il faut un soutien. Pour se lancer comme ça dans la grande aventure des intérêts français. Et ce soldat, lui, il fait ce choix-là à un âge parfois incroyable. 18, 19, 20 ans, on se dit mais comment ça fonctionne ? Et ben voilà, pour l'aider à ça, derrière lui, il y a un médecin qui va pouvoir aller le prendre en charge si jamais il lui arrive quelque chose. Et puis qui va être le premier maillon d'une chaîne qui va se terminer en France, peut-être pour les plus graves, plusieurs années plus tard. Voilà, et qui n'abandonne jamais le soin autour de ces gens qui ont donné leur vie pour leur pays. Là, c'est vrai que c'est un accompagnement qui est quotidien et un accompagnement en cas de blessures, oui. Et de blessures souvent très, très graves. Oui, la guerre, ça fait des blessures souvent graves et compliquées, qui nécessitent des moyens techniques extrêmement lourds. Pour vous donner une image, il faut vous imaginer que quand on est en opération extérieure, vous avez quelque part... quasiment la même qualité de prise en charge, que en plein cœur de Paris ou au SAMU ici, en plein cœur de Grenoble. Et un carnet vous accompagne, puisque vous écrivez, vous aimez les lettres, vous êtes désormais un homme de lettres, préfacé par un académicien, Éric Orsena. Donc, dans ce livre « Corps et armes », et j'ai fait un lapsus, Corps et âme. C'est l'ouvrage dans lequel vous décrivez, à travers votre mission et votre expérience, l'horreur de la guerre, en prenant du recul aussi sur la condition d'un soldat. Qu'est-ce qu'un soldat ? Ce sont des écrits crus, mais qui eux aussi font prendre du recul. C'est votre objectif ? L'objectif, c'était surtout de raconter ce que c'est un jeune aujourd'hui, à cet âge dont je vous ai parlé, très jeune, qui décide de servir son pays. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qui est facile ? Qu'est-ce qui est difficile ? Et pourquoi moi ? Pourquoi on le fait ? Pourquoi moi ? Voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles j'ai voulu répondre. Et c'est pas juste le fait d'être rentré de plusieurs opérations et de dire tiens, je vais mettre ça sur le papier. C'est une longue réflexion, un peu anthropologique,
parce que le médecin, il vit au quotidien avec eux, et donc il les voit évoluer, il écoute ce qu'ils racontent, il traverse les mêmes difficultés parfois, les mêmes joies aussi, parce qu'il y en a plein. Et donc à la fin, ça donne une lecture assez transversale de ce que sont ces jeunes. Et je trouvais ça intéressant d'en témoigner. Alors, notre timing est compté, donc pour en savoir plus, Nicolas Zeller, corps et âme, elles risquent leur vie, 5 grands reporters de guerre, grandeux reporters de guerre, qui témoignent en un petit mot, parce qu'on doit vous... Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Les médecins militaires sont sur le front. Si, quand on est en opération, je suis désolée, par pudeur, vous ne voulez pas le dire, mais quand on est en opération et qu'il y a des blessés, ils viennent nous chercher il y a les infirmiers qui sont avec l'opération et après ils sont là. Et je peux vous dire que quand ils sont là et qu'ils vous disent « vous inquiétez pas, ça va le faire », vous êtes content et ils vous soignent. Donc ils vont sous les balles. Ils ne sont pas qu'à l'arrière pour les soutenir. Ils sont là. Et en 10 petites secondes, vous, l'un et l'autre, est-ce que vous redoutez l'avenir ? Non, moi je suis résolument optimiste. Ah oui, non, il ne faut absolument pas redouter l'avenir, absolument pas. Il y aura toujours du brouillard. Donc, On vit dans un pays qui, quoi qu'on en dise, est un des plus beaux pays que j'ai vu. Merci, on est très honorés encore une fois de vous avoir reçu ici. Vous inquiétez pas, vous aurez un petit chocolat en sortant, mais vous êtes attendus. Donc on vous remercie d'avoir pris place sur ce plateau et très belle continuation. Merci beaucoup. Ça sent très fort le chocolat ici. Vous connaissiez les MOF ? Cuisine, pâtisserie, vous allez connaître les MAF. Alors celle-ci, je vais la piquer à ma collègue Lina. C'est des pâtisseries efficaces et pas chères. Non, mais ça pourrait. Merci Lina. Non, c'est l'équivalent en fait des MOF. Côté apprenti, Emmanuel ? Exactement, c'est le concours qui récompense les apprentis. Ils se qualifient au fur et à mesure départemental, régional et puis national. Ah ouais. Et ils représentent l'ensemble des apprentis de toute la France. Et donc Cyrian, vous avez 20 ans, apprenti dans la pâtisserie Émotion sucrée à Hébin. Et donc vous êtes le deuxième MAF, deuxième meilleur apprenti de France pâtisserie. Félicitations. Merci. C'est un honneur magnifique. Est-ce que ce titre, en fait, c'est un gage de reconnaissance aussi, au même titre qu'un MOF ? Exactement, c'est la reconnaissance des pairs, des meilleurs ouvriers de France, des grands professionnels pâtissiers, chocolatiers de France et on peut même dire à l'international, puisqu'il y avait des chefs belges, un chef australien dans le jury. Ah oui. Donc c'est la reconnaissance de tous ces professionnels pour encourager les apprentis. Mais il n'y a pas de collerette Pas pour les apprentis. Ah, mais il y a la photo avec Nina Métayer, ça c'est pas mal. Hein. Effectivement, c'est vraiment le meilleur de la profession. Cyrian, vous vous êtes battu pendant près de 8h30, une épreuve finale de très haut niveau. C'était le 13 mars dernier à Arras, donc dans le Pas-de-Calais. Une deuxième place, c'est déjà le bonheur ? Oui, c'est déjà très bien. Très, très content, très satisfait. Et puis ouais, c'est déjà pas mal. Je visais la première place, mais c'est déjà très bien d'être arrivé deuxième. J'aurais pu être arrivé quatrième ex aequo. Non, franchement, j'ai pas à me plaindre. C'est pour ça qu'il y a des podiums. Hein. C'est pour ça. Pour qu'il y ait 3 contents au final. Sur combien ? D'ailleurs, il y a combien de concurrents ? 14, on était 14. Ouais. D'accord. Et est-ce que c'est exactement comme pour les MOF, c'est-à-dire il y a vraiment, c'est très codifié, avec un jury qui ne vous lâche pas, il y a des épreuves écrites ? Non, il n'y a pas d'épreuve écrite. Là, il y a effectivement 3 groupes de jury. Le jury qui a suivi le travail pendant plus de 8 heures sur les réalisations. Un jury qui a noté la présentation sans avoir vu comment ça s'est passé au laboratoire. Là, c'est beau, justement, on voit les produits. Là, on a eu un Savarin juste avant, une espèce de baba, c'est ça ? Oui. Ça, c'est un Paris-Brest. Oui. Voilà. Ça, des œufs de Pâques. C'est la bonbonnière en chocolat. Bonbonnière en chocolat. Donc une pièce en chocolat fourré. Voilà, c'est ça. Et garnie de bonbons avec un intérieur praliné café. D'accord. Ah ouais, magnifique. Et il fallait faire d'autres réalisations aussi ? Oui, alors donc on avait 16 tartelettes façon tatin à faire. Ensuite, on avait donc 2 Paris-Brest, 2 Savarin, donc baba, donc au chocolat et aux agrumes.
On avait donc une pièce en sucre. On s'est servi de présentoir à macarons pour présenter les macarons, donc qui était une réalisation à plus en faire. Ouais. La bonbonnière en chocolat et les bonbons garnis d'un praliné café. Mais tout ça en 8h30 Oui. Mais comment c'est possible? C'est de la préparation. Ah mais c'est incroyable. Et en plus avec la préparation, mais avec la pression. Donc alors le jury qui regarde, qui observe tout ce qui se passe? C'est ça. Il y avait près d'une trentaine de jurys qui ont observé, qui déambulaient dans le laboratoire pour les regarder travailler et mettre des notes. Surveiller les petites erreurs techniques, surveiller l'hygiène puisque c'est un critère très important dans ce métier. Et après, un autre jury pour la présentation et un autre jury pour la dégustation aussi. Donc 3 jurys différents qui ne se sont pas croisés pour pas échanger les informations, pour que ce soit le plus neutre possible. Et vous êtes tout seul alors, il n'y a pas de commis? Non, on est tout seul. Il faut faire tout seul. Donc Oui. tout ce travail tout seul. Oui, vraiment, c'est une préparation qui est vraiment anticipée. On est beaucoup préparé à l'avance, mais oui, on est tout seul. Sur le jour J, on est tout seul, il n'y a personne. Donc il faut apprendre aussi à gérer ces conditions compliquées quand même. Il faut savoir gérer ses émotions, ne pas perdre le fil si il nous arrive un malheur. Il faut savoir vite reprendre le dessus et savoir gérer son stress. Mhm. Comme dans le meilleur pâtissier finalement, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a aujourd'hui une vision un petit peu plus claire sur vos métiers grâce aussi à ces émissions qui se multiplient sur toutes les chaînes. Alors aujourd'hui, on valorise davantage l'apprentissage. Il n'y a pas que les chefs qui sont mis en valeur et mis en lumière. Il y a aussi l'apprentissage. Effectivement, voilà, les apprentis, c'est les professionnels de demain, c'est ceux qui vont racheter les boutiques. Il faut les mettre en avant. On a aujourd'hui des apprentis très motivés, très impliqués dans leur formation. En ce moment, c'est la grosse période des concours. Hein. On en a presque tous les week-ends. Là, par exemple, j'enchaîne trois week-ends de concours. Concours croquet-en-bouche à Yssingeaux, qui est ouvert aux apprentis. Il y a une semaine à Arras pour accompagner Cyrian au meilleur apprenti de France. Et Coupe de France aussi. encore samedi, la Coupe de France des jeunes chocolatiers, moins de 25 ans, avec encore un ancien apprenti de l'IMT qui s'est distingué avec le prix artistique, Baptiste Lequin. Voilà. Et c'est vrai que ça travaille beaucoup. Vous travaillez en labo avec les pâtissiers. Vous allez à l'école aussi? Parce que c'est presque comme une alternance, en fait, un apprentissage? Ouais, bah c'est ça. En fait, moi, je suis... c'est à peu près 3 semaines d'entreprise. Et puis une semaine à OCFA, donc en cours, à l'IMT de Grenoble. Moi, je suis à l'IMT de Grenoble. Et, Centre de formation des apprentis. C'est ça. Et donc, oui, voilà, ça tourne comme ça, en fait. 3 semaines à peu près d'entreprise, une semaine. Mais c'est vrai que les chefs valorisent eux aussi leurs apprentis. Souvent, les chefs communiquent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça fait partie aussi de la progression du métier. Excusez-moi, c'est très, très bon, Cyril. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez vu cette évolution de la mise en valeur de l'apprentissage et des jeunes? Oui, c'est important, développer l'apprentissage. C'est aussi une volonté du gouvernement, hein, de toute façon, de développer le nombre d'apprentis en France. C'est un très bon premier pied dans le monde du travail. Certains sont trop jeunes et préfèrent faire 2 années en lycée. Mais pour un jeune qui se sent prêt à rentrer dans le monde du travail, découvrir, intégrer une équipe, fournir un patron et désireux d'apprendre, c'est une très bonne solution. Oui, et alors les petites merveilles comme je suis en train de manger ici, donc un praliné classique, Praliné alors noisette, absolument magnifique. onctueux. On peut les déguster dans cette pâtisserie à Hébin chez Émotion Sucrée ou on vous laisse aussi vous exprimer? Bien sûr. Je sais que moi, si un jour j'ai envie de créer une pâtisserie, mon patron me laisse totalement le choix. Et je peux être autodidacte tout seul. Après, il m'aide sur l'aspect un peu technique, mais je peux faire ce que je veux, oui. Alors, ce qu'on veut, c'est aussi répondre aux besoins, aux nouveaux besoins des clients. La pâtisserie, elle évolue à une vitesse incroyable. On est loin juste du petit succès avec la tarte aux pommes. Aujourd'hui, on revisite, on ajoute des saveurs, on doit surprendre. C'est de plus en plus inattendu. Ça va quand même très loin aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, la pâtisserie, on veut qu'elle soit pas trop sucrée déjà, pas trop grasse. On veut plusieurs textures. On veut du craquant, de l'onctueux, de l'aérien, et on veut des goûts francs. De la technique, il faut que ce soit super joli. Voilà. C'est pour ça que vous vous préparez à l'IMT. Avant de pocher, on poche d'abord sur la table, puis sur le... Vraiment, c'est devenu... On est de plus en plus exigeant, mais c'est un challenge pour vous, Cyrian? Oui, toujours. Toujours un challenge. Non, faut vraiment être... la pâtisserie d'aujourd'hui, il faut être le plus propre possible.
pour sortir quelque chose. L'hygiène est hyper L'hygiène est très importante. importante. Et la propreté du plan de travail sur soi, c'est l'image de marque. Alors, il ne faut pas être gourmand. Cyrian, j'ai appris, vous n'êtes pas gourmand. Non, Mais comment c'est possible? j'aime faire plaisir aux gens, mais moi, je ne mange pas. Ah, pas du tout, vraiment. Ouais, je goûte. un petit- Je goûte un petit peu, mais pas trop. Ah, mais alors, on peut goûter sans plaisir ou sans? Parce que si c'est pas, on peut juger objectivement si c'est bon ou si ça va plaire ou si ça va pas plaire. Disons que j'aime bien goûter, mais je suis pas gourmand à reprendre une fois, 2 fois. Je goûte juste savoir si c'est bon. Ah, Après, Et bon, ça veut dire ça doit être réconfortant ou ça doit être surprenant avec des nouvelles choses, oui, voilà, ça. la fraîcheur. C'est ça, la fraîcheur. Pas trop sucré, pas trop gras. D'accord. Donc si je continue d'en manger, je vais pas prendre. C'est ça, je vais pas Je grossir vous- grâce à vous, Cyrian. Magnifique. Du chocolat, du praliné. Normalement, un petit ça peu. va passer. Et Emmanuel, c'est une super aventure, en tout cas pour vous qui êtes enseignant déjà depuis quelques années maintenant. C'est vrai que ça évolue, ça progresse et il y a de la reconnaissance. Oui, bah, à force d'accompagner aussi sur les concours, on les appréhende différemment, on les prépare aussi différemment, parce qu'au-delà de la préparation sur les techniques, la dégustation, il y a aussi toute la préparation à côté, leur expliquer un petit peu comment ça va se passer, de l'accueil jusqu'à l'installation, comment on prépare son matériel. Ça a été des longs moments de ranger les caisses dans le bon ordre, tout étiqueter, mettre un code couleur. Voilà, C'est de la rigueur. c'est aussi tout ça l'accompagnement. C'est pas seulement essayer de trouver la technique révolutionnaire. Il y a tout l'à côté. Et, Mais on se remet en question quand même. on se remet toujours en question. Et jusqu'au dernier jour, il s'est remis en question à aller changer un petit détail dans une recette en se disant que ça allait être mieux. Et visiblement, ça a payé. Oui, ça a payé. En tout cas, c'est magnifique. Déjà, cette pièce, elle représente Pâques. Voilà, c'est une printemps. petite pièce de présentation, une petite pièce qu'on pourrait mettre dans la vitrine, faite par des apprentis à l'IMT lors d'un stage avec un grand chef qui nous a rendu visite. Voilà, c'est des bons moments, des échanges. Ça sort un petit peu du cadre scolaire, mais c'est aussi ça, les accompagner vers le monde du professionnel, les faire rencontrer d'autres professionnels pour les aider. C'est un... Et c'est parvenu jusqu'à nous, voilà, sain et sauve. Voilà. En tout cas, merci. C'est vrai que vous travaillez pour le plaisir de tous, des uns et des autres. Et ça, déjà, ça fait beaucoup de bien aussi. Merci, Cyrian. J'espère que vous pourrez accomplir vos rêves d'ouvrir une pâtisserie, c'est ça? Oui, c'est un de mes rêves, mais surtout de passer les concours plus prestigieux. Ah, un peu plus de meilleur ouvrier de France pâtissier. Il n'en est pas à son Voilà. premier concours. Allez, on en est. Ah oui. Et ben alors, maintenant, avec de l'expérience, ça devrait passer. En tout cas, moi, je valide. OK? Donc Allez. ça, voilà. Merci beaucoup à vous deux et très Merci. bonne chance pour la suite. Et merci de nous faire autant de plaisir. Et vous, encore merci pour votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.